Alors la conférence suivante traite des problématiques de l'antibiorésistance, cette fois-ci en santé humaine. Elle est assurée par le professeur Frédéric Laurent, qui est responsable du Centre national de référence des staphylocoques, qui travaille à l'Institut des agents infectieux, qui fait plein de choses, qui est également dans le Centre international de recherche en infectiologie. C'est bien, vous m'avez mis mes antisèches, c'est parfait. Et qui est accessoirement, quand il a du temps, je pense, professeur à la faculté de pharmacie de Lyon. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, moi je suis la caution médicale de l'après-midi. Donc moi, on m'a demandé de vous parler d'antibiorésistance en santé humaine en général. Alors effectivement, je m'occupe beaucoup de staphylocoques dorés, puisqu'on a le Centre national de référence des staphylocoques à Lyon, donc que je co-dirige avec François Bordenèche. Mais en fait, vous verrez que j'ai fait un effort, j'ai été chercher d'autres pathogènes. Donc il y a un autre pathogène en particulier. Donc l'objectif, en fait, comme vous le savez, c'est que avant la découverte des antibiotiques, les gens mouraient de maladies infectieuses. Et puis, en fait, après la découverte des antibiotiques, les gens continuent à mourir. La famille a un peu plus de mal à suivre le corbillard, mais globalement, c'est le même problème. Et en fait, tout ça, ça a été très bien décrit par Fleming quand il a eu le prix Nobel, dans son discours qu'il a fait au moment de la remise du prix. Il avait expliqué cette petite histoire, c'est vraiment extrait de son texte. Il avait expliqué qu'en fait, c'était très bien la pénicilline, mais que dans quelques temps, tout le monde pourrait en acheter, que finalement, les gens connaîtraient pas bien l'utilisation, que Monsieur X, il allait peut-être avoir un mal de gorge, il allait se traiter par la pénicilline, pas très bien forcément, peut-être pas avec la dose suffisante pour tuer le streptocoque qui était responsable de son angine, et puis que finalement, ce streptocoque infecterait peut-être sa femme, et puis sa femme ferait une pneumonie, et finalement, elle essaierait de se traiter par des pénicillines, et ça marcherait pas, parce qu'en fait, le streptocoque serait devenu résistant à cet antibiotique-là. Et il disait donc qu'il fallait faire bien attention à l'utilisation. Donc vous voyez, ça date quasiment de la découverte des antibiotiques et de Fleming. Il était quand même en dehors du fait qu'il avait de la chance, parce que c'est comme ça qu'il décrit quand il a pris Nobel, il a dit qu'il avait de la chance. Il était quand même pas si bête que ça. Et globalement, tout ça, c'est dû aux résistances bactériennes. Et donc je vais vous montrer un petit peu à l'aide de quelques exemples dans le domaine médical. Alors vous savez que la deuxième date vraiment importante dans l'antibiothérapie, c'est la création de la campagne en 2000, et je vais en reparler tout à l'heure. C'est surtout le slogan qui effectivement est à mon avis vraiment très très bien, et on sait des fois que ça tient à peu de choses. Pendant très longtemps, le ministère de la Santé a dit aux médecins ne donnez pas d'antibiotiques, ne donnez pas d'antibiotiques. Les médecins ont dit jusqu'en 2000. Et en 2000, les antibiotiques, c'est pas automatique. Il y avait des spots de télé en plus, où finalement on a retourné le système. C'est-à-dire que c'est pas le ministère qui a dit aux médecins, il faut plus prescrire d'antibiotiques. Dans les petits films, on faisait passer le message que finalement les mauvais médecins, c'est ceux qui prescrivaient des antibiotiques trop, et que les malades, c'est la famille qui devait ne pas demander trop d'antibiotiques, et surtout que les mauvais médecins prescrivaient des antibiotiques, et donc finalement, si un médecin qui prescrit trop facilement des antibiotiques, c'est pas un bon médecin. Et ça a inversé le système, en fait, où c'est les familles qui ont demandé à plus avoir trop de médecins. Puis vous verrez, toute la campagne était en rose, c'était surtout tourné vers les mamans, notamment pour la prescription des antibiotiques chez les enfants dans les angines virales. Et puis, les vétérinaires ont repris intelligemment la campagne pour la retransformer. Les antibiotiques, pour nous non plus, c'est pas automatique. J'ai trouvé ça vachement malin. Voilà, donc ça, c'est plus récent. Alors, le constat, c'est quoi? Ça, c'est des chiffres qui datent de 2014. Ben, écoutez, on est en tête. Alors, c'est bien pour le football, c'est bien pour plein de choses, mais pour les antibiotiques et la consommation des antibiotiques, pour une fois, on aurait vraiment aimé être en queue de peloton. Mais on est, vous voyez que c'est des données de l'OCDE, on est un des plus gros utilisateurs d'antibiotiques en Europe et même dans le monde. Alors pourquoi? Et puis pourquoi on les utilise? On les utilise surtout, alors les chiffres sortent pas bien, mais surtout pour les infections des voies ORL, des voies respiratoires, les infections urinaires, et puis le reste après c'est pas grand chose. Mais c'est surtout pour les voies ORL. Vous voyez, en fait, là, c'est l'évolution de la consommation, on y reviendra tout à l'heure. Donc finalement, ces infections ORL sont vraiment les infections les plus importantes là-dedans. Alors je vais vous montrer, parce qu'il ne faut pas montrer que ce qui ne marche pas, il faut montrer ce qui marche aussi de temps en temps, et puis essayer de comprendre pourquoi ça a marché, l'impact que ça a eu sur le pneumocoque.
Alors, c'est pas forcément une bactérie qui est très classique pour les vétérinaires, mais globalement, c'est quoi? C'est un streptocoque, c'est un petit coccigramme plus en chaînette, qui est alpha-hémolytique, on le voit bien sur les géloses, facilement. C'est un portage rhinopharyngé chez l'humain, dans 20 à 40% des enfants et 5 à 10% des adultes, donc on le porte, une bonne partie d'entre vous le porte dans sa sphère ORL. On va très bien avec ce pneumocoque. Le problème, c'est que on peut le transmettre facilement par les voies aériennes, simplement en discutant, par les petites gouttelettes de salive qu'on s'envoie à la figure sans le savoir et sans le remarquer. Et puis, c'est responsable d'infections qui peuvent être relativement sévères, des infections ORL, des otites, des infections pulmonaires, et puis éventuellement des septicémies, sachant que la première chose qu'on apprend à un médecin dans ses études en parlant du pneumocoque, c'est que ça tue, et que ça tue très bien et très facilement. En gros, le lundi matin, vous n'êtes pas bien, le mardi soir, vous êtes à la morgue, entre 4 planches. Donc ça va très vite. Cette bactérie, elle est naturellement sensible aux bêta-lactamines, notamment et même à la pénicilline G, mais elle peut devenir résistante. Alors c'est ce qu'on appelle des PLP mosaïques. Alors comment s'appellent ces PLP mosaïques? C'est globalement dans votre bouche, vous avez des streptocoques oraux qui ne sont pas forcément très sensibles aux pénicillines. Quand elles meurent, eh bien, elles libèrent des petits morceaux d'ADN. Ces petits morceaux d'ADN, eh bien, les pneumocoques sont capables de les récupérer, de venir les insérer dans leur génome. Et donc, on a des PLP, c'est-à-dire les cibles des pénicillines qui sont un petit peu changées de forme. Et donc, il y a une baisse de la sensibilité. Et ces pneumocoques-là, on les appelle les pneumocoques de sensibilité diminuée aux pénicillines, les PSDP. Voilà, pour situer à peu près les mécanismes de résistance. Alors, pour en revenir maintenant aux données, vous avez vu qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de prescriptions d'antibiotiques dans différents pays. Qu'est-ce qu'on regarde? Quand on regarde le niveau de résistance, voilà, le niveau de résistance, eh bien, vous voyez que là, c'est le niveau de ces fameux pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline. Eh bien, regardez, là, il y a la consommation d'antibiotiques, c'est ce qu'on appelle des doses définies journalières pour 1000 habitants et par jour. Eh bien, vous voyez qu'en fait, on peut répartir, ça c'est plus vous êtes là, plus vous consommez de bêta-lactamine, d'accord? Et plus vous montez là, plus vos pneumocoques en général, qui sont dans les sphères ORL de la population, sont moins ces pneumocoques sont sensibles aux bêta-lactamines. Vous voyez que donc plus vous consommez de bêta-lactamine, plus vos pneumocoques y sont résistants. D'accord? Et la France est bien placée. Vous voyez qu'on est tout en haut de la liste. Pour ce qui est des macrolides, c'est une alternative. Quand on ne peut pas utiliser les bêta-lactamines, les pénicillines, on utilise les macrolides. Vous voyez que là aussi, en termes de consommation en France, on est parmi les meilleurs. Et en termes de souches résistantes, ben forcément, on est tout en haut. Donc, et dernière chose, ça, ce sont carrément, là, c'est la résistance aux macrolides chez le pneumocoque. Là, on peut regarder chez le streptocoque A, c'est celui qui donne des angines, d'accord, le Streptococcus pyogenes. Ben, c'est pareil, vous voyez que la France est aussi bien placée en termes de consommation et de niveau de résistance. Donc, globalement, ça montre bien que plus un pays consomme d'antibiotiques, plus il va y avoir des bactéries résistantes, et notamment pour pneumocoque. Donc, ça, c'est au niveau national, on voit bien l'effet de la pression de sélection et sur l'antibiorésistance. On peut regarder au niveau régional, parce que par exemple ici c'est une étude en Espagne qui montre qu'en fait toutes les régions espagnoles n'ont pas le même niveau de consommation. Et vous voyez que plus vous consommez de macrolides, plus vous consommez de macrolides, plus vos souches sont résistantes aux macrolides et plus elles sont résistantes aux pénicillines. Donc là, il y a bien aussi un lien, et on le voit même à l'intérieur d'un pays, le fait qu'on consomme à certains endroits plus ou moins, on augmente plus ou moins le niveau de résistance de ces fameux pneumocoques, toujours. Donc, il y a même une différenciation au niveau régional. Et puis, il y a une différenciation au niveau des groupes d'individus. Là, ici, c'est une étude aux États-Unis qui est relativement ancienne. J'ai eu du mal à la retrouver. J'ai un collègue qui a été faire des microfilms aux États-Unis pour finir par trouver la publication. En fait, c'est intéressant parce qu'ils ont ils ont montré que l'utilisation des antibiotiques par un des enfants dans une crèche était suffisante pour faire quoi? Pour, bien sûr, augmenter le niveau de résistance de la chousse de pneumocoque à cette bêta-lactamine. Mais ils ont montré aussi que ça suffisait pour augmenter le niveau de résistance globale des pneumocoques de tous ces petits congénères. Alors pourquoi? Parce que dans la crèche, ils mangent la girafe Sophie, l'arphilocopane à côté, donc ils se refilent très facilement. Et ça, c'est un message important qu'on peut faire passer, et qu'il doit être faire passer, c'est que les antibiotiques, c'est, à ma connaissance, le seul médicament prescrit à un individu A et qui va faire de l'effet à un individu B sur la résistance. C'est-à-dire que si monsieur prend un bêta-bloquant, ça n'aura aucun effet sur le rythme cardiaque de madame qui est juste à côté. Par contre, s'il prend des antibiotiques pour une angine
si possible virale, donc l'antibiotique ne fera rien, ça va modifier sa flore, et comme ils travaillent ensemble tous les jours, eh ben, la flore de madame va être modifiée par la prise d'antibiotiques chez monsieur. Donc ça, c'est un message qui est très facile à faire passer, et vous verrez qu'on peut le translater même à la fin dans mon take-home message, c'est un antibiotique donné à un animal va pouvoir avoir de l'effet sur son propriétaire. Ça, c'est un message qu'on peut faire passer aussi, ça c'est important. Vous voyez, alors, bien sûr, là, ils ont fait aussi une autre étude, pareil, c'est à l'intérieur des familles. Ils ont trouvé des pneumocoques chez des enfants et des parents, et ils ont pu facilement faire des paires entre la souche de l'enfant et la souche d'un des parents. Il y avait 12 des 29 paires qui étaient non distinguables au niveau génétique, complètement identiques. 3 des 29 paires étaient très proches génétiquement, 2 des 29 paires étaient possiblement reliées génétiquement. Et donc, leur conclusion, c'est bien de dire, ben écoutez, voilà, il y a bien du passage entre les parents et les enfants, et que globalement, si on veut prévenir les infections, je simplifie un peu, mais si on veut prévenir les infections graves chez les parents, faut vacciner les enfants, comme ça on aura moins de problèmes. Voilà, donc ça c'est le premier type de message. Deuxième type, c'est aussi un impact individuel. Ici, vous voyez l'effet des antibiotiques, plus précisément. Donc là, c'est la dynamique du portage nasopharyngé du pneumocoque en fonction de l'utilisation des antibiotiques. Vous avez 120 enfants traités pour une otite moyenne aiguë. Ils ont entre 3 et 36 mois. 106 vont être traités par la pénicilline, 14 par les macrolides. Et on va regarder si on les traite par le céfuroxime-acétyl ou par le céfaclor, qui sont 2 céphalosporines, quel impact ça a. La première chose qu'on voit, c'est quel que soit le traitement, quand la souche de pneumocoque qui étaient dans la sphère ORL, c'est des enfants qu'on traite pour des otites à quel que soit le germe, eh bien quand on regarde dans leur sphère ORL, dans leur nasopharynx en tout cas, c'est qu'on voit que plus la CMI du pneumocoque est basse, vous voyez ça c'est les CMI des pneumocoques, eh bien plus rapidement le pneumocoque va être éliminé. Mais par contre, si vous avez un pneumocoque qui a une CMI au départ à 0,36 à 1 microgramme par litre dans la sphère ORL, et qu'on vous donne des bêta-lactamines, eh bien finalement 100% des cas, vous conserverez votre pneumocoque. Mais ça veut dire aussi que si vous avez du pneumocoque sensible et du pneumocoque résistant, le fait de vous traiter par des bêta-lactamines va sélectionner très rapidement la souche résistante. Et ça, c'est l'effet de sélection et de pression de sélection à l'état individuel. Mais ce que montre aussi l'étude, c'est qu'en fonction de l'antibiotique que vous prenez, c'est pas le même effet. Vous voyez qu'ici, on a comparé le groupe qui a été traité par le céfuroxime-acétyl et le groupe qui a été traité par le céfaclor. On voit en noir et en gris les souches qui sont intermédiaires et sensibles à la pénicilline G parmi ces pneumocoques. Ce qu'on voit, c'est que quand on traite par céfuroxime-acétyl, vous voyez très rapidement, les souches de pneumocoques sensibles disparaissent. Les souches de résistance restent relativement peu atteintes. Quand on voit ici l'étude sur le céfaclor, le céfaclor, en fait, n'a quasiment pas d'effet sur tout le réservoir de pneumocoques. D'accord ? Donc en fait, même si vous traitez une infection, une otite moyenne aiguë, qui est peut-être virale, qui est peut-être bactérienne, mais notamment quand elle est virale, ce que vous faites, c'est que vous avez tendance à sélectionner des pneumocoques résistants, et du coup, quand l'enfant va être malade après, ce sera avec une souche beaucoup plus résistante. Donc ça, je pense que c'est un message important. Et dans l'article, ils expliquent en fait pourquoi on voit apparaître ça. C'est soit qu'on a sélectionné très rapidement des pneumocoques non sensibles à la pénicilline, qui étaient au départ, mais qu'on n'avait pas forcément vu. Soit c'est que très rapidement, les enfants qui ont été traités se colonisent avec un pneumocoque résistant qui vient des personnes qui sont autour de lui, ou alors que très rapidement, le pneumocoque, et ça a été démontré dans certains cas, est capable de très vite s'adapter et devenir résistant. Et donc finalement, les antibiotiques, c'est un des rares médicaments qui, une fois prescrit, peut empêcher sa propre utilisation. Il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est un deuxième élément important qui peut être un message doux dans le domaine médical, mais je pense le même dans le domaine vétérinaire. Alors pour revenir sur cette consommation, sur le pneumocoque, du coup, il y a quand même, on a décidé le ministère a décidé de faire alors en effet. Voilà l'évolution de la sensibilité des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline G, c'est-à-dire des pneumocoques qui avaient modifié un petit peu leur PLP au cours du temps. Vous voyez qu'en 84, c'était 0,5% des souches qui n'étaient plus sensibles à la pénicilline. Et vous voyez qu'en quelques années, on a eu une sélection très rapide parce qu'on a utilisé l'argamanul et bêta-lactamine. Donc arrivé à ce stade-là, 97, on était quasiment à 50%, alors qu'on était on était à 0,5 à peine 12 ans avant. Donc là, fallait faire quelque chose. C'est un peu sauver le soldat Ryan, c'est comme dans le film, là. Il fallait faire quelque chose. Donc le ministère a décidé de prendre des mesures. Donc là, il y a un petit trou ici parce que le CNR des pneumocoques a
a été un petit peu dans les difficultés pendant 3 ans, donc il n'y avait plus de chiffres, malheureusement. Voilà. Donc en tout cas, on était dans une pente ascendante. Et qu'est-ce qu'a décidé le ministère? Donc pourcentage des PSDP, des pneumocoques plus sensibles aux pénicillines, et puis les années. Alors, première chose, ils ont décidé de mettre en place un plan antibiotique, comme c'était en train d'être fait au niveau vétérinaire. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est la fameuse campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique », avec un slogan qui était très bon. La mise à disposition gratuite des tests rapides pour les angines à streptoa directement dans le cabinet des médecins. Donc, on peut faire un test en 5 minutes et dire « c'est une angine virale ». 80% des cas, et donc on ne met pas d'antibiotiques. C'est une angine à streptoa, 20% des cas, et il faut mettre de l'amoxicilline. Donc ça a eu un impact, visiblement, assez important. Les médecins ont été poussés, ils ont été aussi incités. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on leur a filé un petit peu d'argent, en disant si vous le faites, vous aurez un petit bonus en fin d'année, de la caisse d'allocation, du ministère, en gros. Voilà. Donc qu'est-ce que ça a donné ? Alors, vous le verrez sur les diapos, je n'ai pas pu les changer parce que tout est rose, parce que c'était vraiment un message dirigé vers les mamans. Ou alors la responsable de la campagne était féminine, probablement, parce qu'elle était une femme, parce que tout est rose. Peu importe. Qu'est-ce qu'on voit au cours du temps? Ça, c'est comparaison 2001-2002, 2002 versus 2003, 2003 versus 2004, etc. Eh bien, en fait, globalement, on a une réduction, si on fait la totalité des réductions, pas de la somme des réductions, mais chaque année, entre 2001 et 2005, on a une diminution de 23% de la consommation. Ce qui est monstrueux, ce qui est énorme chez les enfants sur 5 ans. La baisse moyenne étant à peu près de au moins 4,5% par an. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? C'est que ça a diminué de quoi ? Pour vous donner un chiffre, 27 millions de traitements évités. Ce qui est là aussi faramineux en termes de nombre de traitements, de pression de sélection. Et puis vous imaginez bien derrière le ministère de l'argent qui a été sauvé. D'accord ? Parce que quand vous ne prescrivez pas d'antibiotiques, c'est que vous gagnez beaucoup de sommes d'argent derrière. D'accord ? Donc 26 millions évités. Ensuite, on voit que le gain a été surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, mais on a aussi sur les un petit peu plus grands, et puis même sur les habitants qui sont au-delà de 15 ans. Donc globalement, une pression de sélection diminuée sur l'ensemble de la population, surtout chez les enfants. Et vous voyez qu'en fait, il y a un gain ici sur les enfants, et il y a un gain ici sur les 25-40 ans. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques, c'est pas automatique. On leur a dit attention, si vous prenez des antibiotiques, vous allez risquer de le refiler à vos gamins. Donc les gens qui sont là, qui ont des enfants petits, ils ont dit moi je veux pas trop prendre d'antibiotiques. Ils ont plutôt freiné la consommation. Ils n'ont pas poussé la consommation à la prescription pour eux, parce que comme ça ils se sont dit comme ça je protège mon enfant. Vous voyez que les messages sont très simples. C'est mieux que de taper sur le médecin en lui disant il faut plus prescrire, ça ne marche pas. Voilà, donc une baisse intéressante sur cette tranche d'âge là aussi. Et puis, le plan a été complété, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Le plan a été complété, on en parlait tout à l'heure, par l'utilisation des vaccins. Donc, c'est l'arrivée sur le marché d'un vaccin à 7 valences qui permettait de protéger contre les méningites, mais notamment contre aussi les formes invasives d'infections à pneumocoque. Alors, et puis, c'est 7 valences, donc ça ciblait 7 sérotypes. Et puis là, en 2010-2011, est arrivé un nouveau vaccin avec 13 valences, cette fois-ci, qui couvre encore plus de pneumocoques. Globalement, vous voyez ici l'évolution au cours des années, 2001, 2002, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, des différents sérotypes, sérotype 4, 6B, etc. Donc vous voyez, tout cela était couvert par le vaccin 7 valences, et tout cela était couvert par le vaccin à 13 valences. Et vous voyez qu'on voit immédiatement, entre 2001, 2002 et 2008, on voit une chute de toutes les valences qui sont couvertes par le vaccin. Un petit peu moins sur le 19F. Et puis, ça, c'était 2001. Arrive en 2010, regardez, ces pneumocoques, par exemple le 3, n'étaient pas couverts par le 7 valence. Et du coup, lui, il a plutôt augmenté pendant la période 2001 à 2008, puisqu'en fait, on a supprimé la colonisation et les infections par le pneumocoque qui était couvert par le vaccin. Et du coup, ceux qui n'étaient pas couverts ont pu prendre un peu la place. C'est bien qu'en microbiologie, les bactéries n'aiment pas le vide. On le voit pour d'autres bactéries. D'accord ? Et puis, dès qu'on introduit le 13 valence, on voit chuter un certain nombre de ces valences couvertes, etc. Et puis, à l'inverse, on voit que certains, le 8 par exemple, lui, comme il n'y a plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, tout cela, il prend de la place, etc. Donc, globalement, on voit bien l'impact de la vaccination. Et vous voyez ici chuter
la prévalence des souches de pneumocoque de sensibilité diminuée, isolées de méningite. J'ai pris les méningites, mais pour les infections invasives, c'est la même chose. Là encore, la résistance a diminué. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ces sérotypes-là étaient ceux qui étaient résistants aux bêta-lactamines. Donc on voit bien la première chute et la deuxième chute grâce au vaccin de 13 valences. Alors le petit problème qu'on a, c'est que là ça chute, on est content, puis là depuis 3 ans, ça remonte. Alors c'est un peu embêtant. Alors pourquoi ça remonte? Ça remonte parce que, je ne l'ai pas marqué, mais tout à l'heure je vous ai montré, la consommation d'antibiotiques elle a baissé pendant 4, 5 ans, 6 ans, puis elle est repartie à la hausse. Donc en fait ici, on voit la conjonction du fait que les vaccins ont fait leurs effets, le plan antibiotique a un peu fait son effet, moins de consommation d'antibiotiques, mais c'est un petit peu reparti à la hausse. Et puis là, on est 3-4 ans après le vaccin. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on regardez ce qui se passe. Ceux-là sont couverts, mais mine de rien, regardez, le 19F, finalement, le nouveau vaccin, il couvre pas tant bien que ça, puisque regardez, il n'y a plus de chute en fait. Le 19F, il est même en train un petit peu de stagner. Donc le vaccin ne doit pas être super efficace contre ce sérotype-là. Or, c'est un de ceux qui a le plus de résistance. Ici, celui-ci est bien couvert par le 13 valence, donc on a bien une chute, mais n'empêche que la chute n'est pas aussi brutale que pour d'autres. Et en fait, ceux qui sont là, en 2016, regardez, c'est ceux qui sont le plus résistants. Et puis il y en a plein qui ne sont pas couverts, et regardez, ceux qui ne sont pas couverts, ils sont en train d'augmenter. Et malheureusement, dans ces sérotypes-là, c'est ceux-là où il y a le plus de résistance. Donc forcément, on a un effet sur les sérotypes, mais comme d'autres sérotypes arrivent et prennent la place, et qui ceux-là ont beaucoup de résistance, eh bien la résistance est en train de remonter. D'accord? Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, rien n'est jamais gagné, et qu'au fur et à mesure, là, on est vraiment très inquiet de cette remontée-là, mais que globalement, probablement qu'il ne faut pas aller avec le plan antibiotique n'était pas suffisant lui tout seul. La consommation, l'utilisation des antibiotiques a diminué, mais finalement maintenant est reparti un petit peu à la hausse. Pourquoi? Parce que les médecins ils font moins attention, les messages des antibiotiques c'est pas automatique, finalement est un petit peu passé et n'a plus aussi autant d'impact qu'avant probablement. Alors l'autre élément qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que même quand on est plutôt là, il peut se passer ces phénomènes-là, mais il y a aussi que tout peut se passer, c'est-à-dire que les bactéries savent aussi s'adapter. Alors c'est l'exemple de l'Islande. L'Islande, nos collègues islandais allaient en congrès, nous on avait nos taux de pneumocoque résistants, ou de sensibilité diminuée qui étaient très élevés. Et en Islande, ils disaient, nous on n'a rien, nous on consomme pas nos bêta-lactamines, on est tranquille. Et puis 89, 90, 91, 92, ils viennent avec leurs chiffres, et là on voit leurs chiffres augmenter. Et là ils disent, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir, ils disent, mais on n'a pas augmenté notre consommation d'antibiotiques. Ils regardent les bêta-lactamines, pareil qu'avant, pas plus d'utilisation. Et là, ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'ils ont pris leurs souches, et puis les ont typées, ils sont aperçus que leurs souches ressemblaient aux souches espagnoles. Et donc ils ont dit, c'est bizarre, et puis un jour, il y en a un qui a dit, mais moi je sais pourquoi, les Espagnols, on en a plein en ce moment en Islande. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient lancé un appel d'offres international pour construire des centrales thermiques, parce qu'ils ne savaient pas faire. Et l'entreprise qui a eu le marché, c'est une entreprise espagnole, et ils ont envoyé des wagons d'ouvriers espagnols pour construire le bâtiment. Et l'Islande, si vous connaissez, à partir de 17h, il n'y a plus de soleil, et le soir, qu'est-ce qu'on fait quand on est à 17h et qu'on n'a plus rien? On va au pub, et puis on échange avec la population locale, et on échange le pneumocoque, et donc ils ont refilé leurs souches très résistantes à la population. Mais alors ça fait rire, mais c'est un message très fort, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'est gagné, et que la bactérie, de temps en temps, peut avoir des choses surprises. Et ça a un lien avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut surveiller dans les autres pays, parce que ça peut servir. Et puis, là, c'est intéressant aussi l'histoire de l'Islande, parce qu'on est parti d'un terrain où il n'y avait quasiment pas de résistance, et ils ont regardé un petit peu. Donc, vous voyez, ici, c'est les souches au cours des années, du groupe 1. C'est celles qui sont RRR. Elles étaient multirésistantes, en plus, ces souches espagnoles, à plein d'antibiotiques. Je simplifie un peu, mais globalement, vous voyez les années. Et puis, ils ont regardé si, finalement, ce clone-là, ce clone qui était arrivé, finalement, comme il n'y a pas de pression de sélection, est-ce qu'il gagnait il gagnait la sensibilité? Est-ce que la souche redevenait sensible? Et vous voyez qu'en fait, les différentes années, au cours du temps, là, et vous voyez les profils de sensibilité, c'est pas terrible ce qui regagne en sensibilité, puis regardez le nombre de souches, c'est pas grand-chose. Donc le message, c'est qu'une fois qu'on est résistant, c'est pas parce qu'on lève la pression de sélection qu'on va sélectionner très facilement les sensibles. C'est-à-dire qu'une fois que la résistance elle est implantée, que le clone est implanté, qu'il est bien adapté à la population, à l'environnement, elles ne redeviennent pas souvent sensibles. Ça, c'est un deuxième message fort important, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens qu'une fois qu'on a perdu une classe thérapeutique, pour la récupérer, il va falloir longtemps, et parfois on ne la récupère pas du tout.
Alors je change un peu du pneumocoque, parce que je sais qu'on est un petit peu pressé. Là, j'étais sur les entérocoques. Vous connaissez peut-être cette publication sur les entérocoques Vancouver par le gène VAN-A et l'utilisation de l'avoparcine, qui globalement est la même chose que la vancomycine. Et là, il comparait en fait dans 147 fermes norvégiennes, dans les poulaillers, les différents prélèvements ils ont fait dans l'environnement, et puis ils ont fait aussi chez les fermiers. Et ils ont pris 73 exploitations où il n'y avait pas eu d'utilisation où il y avait une utilisation d'avoparcine, et 74 exploitations où il n'y avait pas d'utilisation du tout d'avoparcine. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand vous utilisez de l'avoparcine, vous sélectionnez qui est une glycopeptide, qui ressemble à la vancomycine, et bien vous allez dans quasiment 72 et 73 prélèvements, vous retrouvez des entérocoques résistants à la vancomycine. Dans les exploitations qui ne sont pas exposées, qui n'utilisaient pas, vous en avez un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, quand on prend les fermiers qui sont dans les exploitations qui utilisaient l'avoparcine, vous voyez qu'en fait, il y en a quand même 13 sur 73 qui avaient, dans leur prélèvement, des entérocoques Vancouver. Donc, il y a bien une transmission depuis l'environnement, les animaux, vers les fermiers, alors que dans les exploitations qui ne sont pas exposées, les fermiers n'avaient quasiment pas d'entérocoques Vancouver dans leur prélèvement. Et la dernière chose qui est importante ici, c'est que ça, c'est 3 ans avant l'interdiction dans toutes les exploitations de l'avoparcine. Donc 3 ans après, vous voyez qu'on n'a pas récupéré grand-chose. Ça vient en conforter les données que je vous ai montrées sur le pneumocoque, mais cette fois-ci pour l'entérocoque, et c'est vrai pour plein d'autres, pour d'autres bactéries. Et puis dernier élément, c'est pour vous montrer juste un exemple, parce qu'il fallait quand même que je parle du staphylocoque. C'est une courbe épidémique. Alors là, on parlait tout à l'heure avec Jean-Yves de l'utilisation du ninésolide en médecine humaine. Alors il faut savoir qu'au départ, le ninésolide a été utilisé au tout début pour traiter les plants de tomates. Puis ils se sont dit finalement, il faut peut-être l'utiliser pour autre chose, donc ils ont vite arrêté. Et ils l'ont utilisé pour la médecine humaine. Alors je suis tout à fait d'accord avec Jean-Yves, il ne faut pas que vous utilisiez le ninésolide, même dans les cas difficiles. Pourquoi? Vous voyez ici, c'est le CHU je ne l'ai pas mis, mais c'est le CHU de Toulouse. Ils ont eu une souche, puis après un petit peu plus de souches, puis après beaucoup plus de souches. Quand on les a typées, c'est tout pareil. C'est une épidémie, c'est des souches qui sont... C'est un clone qui a une résistance au niveau du ribosome, et le ninésolide n'est plus actif. Quand on regarde un peu plus précisément, pourquoi c'est ça? Vous voyez ici, ça c'est le nombre de souches. Et puis là, vous avez la consommation du ninésolide. Vous voyez, ça consomme, puis il y a un moment, une fois que vous arrivez à un certain niveau de consommation, vous sélectionnez les souches résistantes, et puis elles passent dans plein de services différents. Ça, en plus, c'est dans 2 hôpitaux différents de Toulouse, donc ça dissémine sans problème. Et puis une fois que vous êtes là, vous dites qu'il faut faire quelque chose, donc là, vous serrez la vis, vous mettez la ninésolide sous prescription nominative, et il faut que ce soit validé par le pharmacien et par un infectiologue, et donc forcément les gens ne veulent plus faire la paperasse, et puis les infectiologues disent celui-ci non, vous leur donnez autre chose, celui-ci vous lui donnez l'inésolide parce qu'on ne peut pas faire autrement, et donc vous diminuez la consommation, et donc vous faites disparaître le clone. D'accord? Donc vous êtes content. Le seul petit problème, c'est que là, il a fallu 2 ans, et entre-temps 2 ans, là au départ il n'y en avait qu'à Toulouse, et puis après on a trouvé des souches à Nîmes, puis après on a trouvé des souches à Lyon, puis après à Mâcon, c'est vraiment dans cet ordre-là, puis après un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut, puis un petit peu à Paris. Vous voyez, génétiquement, toutes les souches là, elles étaient pareilles. D'accord? Donc ça dissémine. Puis une fois que ça a disséminé là, puis que ça a disséminé là, et en fait, après, vous en retrouvez partout, et la clone, il devient endémique. D'accord? Et donc c'est trop tard. Et ensuite, vous ne pouvez plus revenir en arrière. D'accord? Alors ça, c'est au niveau national. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un papier dans Nature Microbiology publié par des Australiens sur une souche de Staph epidermidis. Ça a fait la une des journaux. Nous, on nous a appelés, on avait envoyé quelques souches. Et ils ont montré qu'il y avait des souches des Staph epidermidis, celles qu'on a sur la peau, qui peuvent donner des infections. Et là, ils ont montré que le clone était parti partout dans le monde. C'est un clone très particulier qui est multirésistant. Et en fait, il y a vraiment une dissémination. Et là, on est vraiment embêté parce que ce clone-là, alors, il avait montré qu'ils étaient incurables. On a encore des choses pour le traiter, mais le problème, c'est cette dissémination-là. Voilà, donc les take-home messages que j'avais, pour vous montrer, c'était un exemple dans le domaine médical, quelques exemples. C'est le cercle vicieux sélection, derrière épidémie, dissémination, puis ça devient endémique. Et après, on est coincé. Vous avez vu en Islande, vous avez vu avec le staphylocoque, vous avez vu le pneumocoque. La sélection de la résistance, c'est beaucoup plus facile que la résilience de la résistance. Ça, c'est un message fort aussi. Et puis, ces 2 messages-là, c'est que l'antibiotique, c'est le seul médicament qui, presque un individuat, va avoir un effet sur la vie du bébé. Et quand il est donné à un animal, il a de l'effet aussi sur l'homme. Voilà, donc je pense que ça, c'est des messages importants. Et effectivement, la politique, on sait maintenant que les choix que vous allez faire au niveau vétérinaire vont nous impacter, nous. Et donc, on y fait très attention. Voilà, je vous remercie.
Merci.